Je suis Elisabeth Sutton, je suis la cofondatrice du site idbooks.com et je suis aussi conseil auprès des éditeurs en communication, marketing et plein d'autres sujets. Aujourd'hui, le livre audio, on va en parler avec un plateau d'experts. Vous allez voir, il y a des profils extrêmement différents. Je vais évidemment vous les présenter avant qu'on démarre. Mais juste avant, je voulais vous donner quelques chiffres. Selon une enquête du SNE, 47% des Français lisent des livres numériques sur smartphone. Et c'est le cas aussi pour les audiolecteurs, où ils sont 67%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui écoutent des livres audio sont majoritairement des personnes qui écoutent sur leur smartphone. 47% des lecteurs de livres numériques et 68% des audiolecteurs numériques ont un abonnement à une plateforme qui leur permet d'accéder à la fois à du contenu, lecture, écoute, de livres évidemment, mais aussi peut-être de presse pour certaines plateformes. Face à cette évolution du marché, on a voulu faire un point à date de comment progresse le marché du livre audio, de ses problématiques aussi et de ses perspectives d'avenir. Et pour en parler, j'accueille donc mes 4 experts autour de la table. Marie Vauvenard, donc je précise, Émilie Mathieu qui devait venir est hospitalisée, donc c'est Marie qui est venue en support. Vous êtes directrice de la diffusion des éditions Hardigan. Donc Hardigan, c'est une maison d'édition de livres audio et Identes. Mathilde Jablonski, qui est juste à côté de moi, qui est directrice et présidente de la commission livre audio au SNE et donc directrice des éditions Cascade, qui concerne aussi des livres audio. Philippe Saulier, qui est juste là, qui est comédien, porte-parole de l'association Les Voix, et il nous expliquera ce qu'est cette association et ce qu'ils font dans cette association par rapport aux problématiques que nous allons aborder et qui sont importantes. Et enfin, Jim de la Martinière, qui est tout au bout, qui est responsable de contenu chez Nextory. Nextory, qui est une plateforme justement qui permet d'écouter à la fois des livres audio, de lire des livres numériques sur abonnement et de la presse, si je ne me trompe pas. Donc, on va commencer par une question presque toute simple. Alors, je vais faire un petit tour de table rapide. Peut-être qu'on va commencer par Jim. Voilà le micro. Comment va le livre audio en France aujourd'hui ? On m'entend, c'est bon ? Ouais. Il va bien. Il va bien. En tout cas, il est en pleine progression. C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses ces dernières années sur le livre audio, des nouveaux modèles, des nouveaux acteurs qui sont arrivés. C'est vrai que je suis arrivé chez Nextory Ubooks à l'époque, il y a 4 ans. Et effectivement, à l'époque, c'était vraiment la consommation de l'e-book qui était la plus importante chez nous. Et aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. C'est vraiment l'audio qui a pris le dessus, on va dire, dans l'ensemble de nos consommations. Alors, il y a plein de raisons. Hein. C'est aussi, on s'est un peu plus concentré sur ce modèle-là. Mais voilà, c'est vrai que ça monte un peu la progression du livre audio. Je parlais des nouveaux modèles. Nous aussi, il y a 3 ans, avec Nextory, on a lancé un modèle qu'on appelle créditant, qui est en fait dans l'abonnement un temps maximum d'écoute par mois, qui remplace un peu le crédit unique qui était plus développé avant. Et voilà, ça a permis de développer les usages et ce qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, la consommation de livres audio a bien augmenté. Après, ça reste un petit marché. Voilà, nous, chez Nextory, en plus, on est présent sur 10 marchés en Europe, donc on peut un peu comparer le poids du livre audio sur les différents marchés. En France, ça reste petit, c'est en croissance et ça reste petit. Et c'est vrai que la production de livre audio, ça, je pense que les éditeurs en parleront mieux que moi, ça coûte cher. Et du coup, il y a vraiment cet enjeu de réussir à produire et que les différentes partie de la chaîne du livre audio, on va dire, s'y retrouve.
Mais en tout cas, voilà, je pense que les perspectives sur le livre audio sont enthousiasmantes, je veux dire. Mathilde, comment va le livre audio ? Moi, je suis d'accord avec Jim. Le livre audio va bien. C'est une croissance forte, comme partout dans le monde. Je pense qu'aussi le livre audio bénéficie de l'explosion de l'audio de façon plus générale. La radio n'a jamais été aussi bien. Le podcast. Donc, cette espèce de porosité entre les frontières, elle bénéficie de façon très positive au livre audio. Et je vais rejoindre Jim, vraiment ça va bien, c'est une forte croissance. C'est pour autant que 2 à 3% de l'édition représente 2 à 3% du marché de l'édition en France. C'est une croissance, c'est la croissance la plus forte, c'est le segment le plus en croissance de l'édition, bien plus que l'audiobook. Il y a même de plus en plus de pays dans lesquels le chiffre d'affaires de l'audio a dépassé celui de l'e-book, donc depuis l'année dernière, par exemple aux États-Unis ou en Allemagne. Donc ça, c'est vraiment un signal très fort. Pour autant, les business models ne sont pas encore complètement stabilisés. Ça bouge encore. Et c'est pour ça qu'on n'est pas encore sur un marché ultra mature, comme dans d'autres pays comme la Scandinavie ou les États-Unis. Marie, vous avez fêté les 10 ans d'Ardigan. Je vais vous passer le micro. Là, cet été. Oui, c'est ça. Donc, comment va le livre audio côté Ardigan ? Comment vous sentez les choses ? Comme ma consoeur et mon confrère, tout va très bien sur le livre audio. Effectivement, on voit des croissances à 2 chiffres et je suis d'accord avec Mathilde. On voit une habitude de consommation qui s'est aussi accélérée en 2025. Pour donner une idée, nous, à date, sur 2025, on est à plus 100% de progression. Donc ça va très très bien, et pour supporter cette dynamique en fait du livre audio, on a aussi accéléré notre côté production qu'on verra plus tard, où effectivement en 2024 on avait publié environ 70 livres audio, et cette année notre feuille de route pour 2025 est de près de 200 livres audio produits sur cette année. Okay. Philippe, vous qui êtes comédien. Alors moi je vais plomber l'ambiance. C'est bien, désolé. C'est l'objectif. Alors de notre point de vue des comédiens, comédiennes, on n'a forcément pas les chiffres que vous avez. Quand vous me dites que vous avez des croissances à chiffres doubles, on en est ravis, parce que a priori ça va nous faire plus de travail, mais dans le même temps, vous me voyez venir, en l'absence de convention collective sur les salaires, sur les pourcentages, ça fait 4 ans qu'on l'attend, elle n'est toujours pas négociée, et je ne jette la pierre à personne. Eh bien, c'est la jungle des tarifs, c'est la jungle aussi par rapport au droit à copie privée, parce qu'on nous vend certains tarifs assez bas en nous disant oui, mais il y a une compensation avec la copie privée, etc. Alors, pour information, les règles de la SPPF et de la SCPP, les règles de calcul, font que, je donne un exemple rapide, ce sera plus clair. Pour un livre de 15 heures vendu 15 000 exemplaires au prix de 25 €, après leur règle de calcul, il reste 210 exemplaires. La répartition se fera sur ces 210 exemplaires aux auteurs ainsi qu'aux éditeurs, producteurs. Par contre, nous, ça passe à l'ADAMI, qui est l'OGC, l'organisme de gestion collective, qui s'occupe de nos droits et de redistribuer cette collecte. Eh bien, l'ADAMI a fixé un seuil. En dessous de 500 exemplaires, la gestion coûte plus cher que la rémunération. Donc, on a plus de 2/3 de notre répertoire qui n'est pas rémunéré du tout par la copie privée. Voilà. Sinon, on est très content de faire des livres audio. Franchement, c'est un vrai bonheur. On aura l'occasion d'en parler après, de l'interprétation par rapport à l'IA. Et ce que nous apportons, comédiens, nous, en plus, nous semble-t-il, à des livres d'univers extrêmement différents. Quand on passe du documentaire à des romans policiers ou de la science-fiction, on est dans quelque chose de... Et c'est goulayant. Voilà. Mmh. Alors Mathilde, on va parler un petit peu gros sous, si je puis dire. Est-ce qu'on a des chiffres sur le livre audio ? Est-ce qu'on sait ce qu'on vend en France ? Parce que je vois tous les ans le rapport du SNE sur le livre numérique, les pratiques du livre audio. Et puis après, il y a un petit placard en bas qui dit « Éditeurs, manifestez-vous, donnez-nous des informations » parce qu'on manque en fait cruellement de chiffres, sachant qu'il y a certains acteurs, pour ne pas les nommer, comme
Amazon, qui rechigne bien évidemment à donner leurs chiffres. Donc, est-ce qu'on a des choses un petit peu concrètes quand même pour notre auditoire? Alors, je crains de ne pas être très concrète, mais oui, en effet, comme tu disais, on a besoin, enfin, j'aimerais annoncer des chiffres un peu plus clairs. Un des principaux producteurs, qui est aussi un des principaux distributeurs que tu viens de citer, est basé en Allemagne et ne partage pas ces chiffres, ce qui nous empêche d'avoir vraiment des datas un peu claires. Donc on voit des chiffres hyper baroques qui vont de 30 à 150 millions d'euros. Bon, pour la France, ouais. Alors on essaye d'extrapoler, on essaye de recouper. On pense que la vérité, elle est plutôt au milieu, qu'on est aux alentours de 80-85 millions d'euros. Voilà, c'est le chiffre qui revient le plus, mais encore une fois, c'est vraiment des chiffres à manipuler avec précaution parce que on n'a pas de données claires. C'est la raison pour laquelle le syndicat national de l'édition appelle chaque année les producteurs de livres audio à partager leurs chiffres. L'idée étant en fait, ça nous aiderait d'avoir des infos claires, ça nous aiderait à structurer le marché, ça nous aiderait, nous, en interne aussi, à défendre nos départements, à défendre nos investissements. Donc, à tous les niveaux, on a besoin de chiffres qu'on n'a pas encore. Et pour l'instant, on est quand même beaucoup sur des infos quali, mais pas tellement quanti. Bon, voilà. Donc, le chiffre qu'on voit le plus souvent, c'est quand même ça, hein, c'est 80-85 millions d'euros. C'est loin des 2,2 milliards de dollars américains pour le marché américain. C'est même loin des marchés allemands et anglais, mais ça reste un chiffre qui croît chaque année. Et qui compte aujourd'hui. Et qui compte, ouais, bien sûr. Oui, qui devient un vrai enjeu, ouais. Avec les États-Unis, la population n'est pas la même. Les États-Unis vendent dans le monde entier. Beaucoup de langues étrangères. Oui. Non, mais c'est pas un bon comparatif, les chiffres, c'est vrai. En revanche, le taux de pénétration de l'audio est beaucoup plus fort aux États-Unis. Ouais. Alors justement, Mathilde, en tant que présidente de la commission livre audio du SNE, est-ce que vous pouvez nous expliquer les actions qui sont menées par ce département du syndicat national de l'édition? Et notamment, on va parler notamment du label IA. Est-ce que vous pouvez nous en dire IH IA. Alors, elles sont multiples. Je crois qu'elle a été créée en 2015, la commission, et elle compte 20-25 membres actifs. Elle regroupe à la fois des groupes ou des maisons d'édition qui ont créé un label, un département audio, donc qui publie en majorité des titres maison. Mais également des pure players audio, c'est-à-dire des producteurs qui achètent des titres ou qui font de ce qu'on appelle des audio first, des productions uniquement natives. Et puis il y a aussi des studios de production, des studios de podcast qui sont venus au livre audio. Donc c'est une population un peu hétéroclite, c'est ça qui fait sa richesse. Et les actions, elles sont diverses. Il y a des actions de pédagogie, parce qu'on est encore là en France à quand même essayer de convertir de nouveaux audiolecteurs, d'expliquer comment ça marche, les abonnements, comment accéder aux livres audio, etc. Donc ça passe par des participations à des tables rondes comme aujourd'hui, à des actions un peu dans tous les sens. On a un site qui s'appelle Lire, ça s'écoute, qui est un site non marchand, mais où on peut trouver tout un panel de livres audio disponibles. Il y a aussi des actions de promo, par exemple organiser un stand collectif au Festival du Livre, accompagner les prix du livre audio, voilà, des choses comme ça. Il y a des actions qui sont quand même plus politiques, où là on est vraiment, on appuie les éditeurs auprès des institutionnels. Voilà, ce sont des discussions autour de la copie privée, des discussions avec les syndicats, etc. Donc là, c'est selon la taille et ce que publient les maisons, il y a vraiment des besoins qui sont très différents. Parce qu'un éditeur jeunesse qui publie des titres avec beaucoup de musique n'a pas du tout la même réalité qu'un éditeur qui va publier que des livres audio, ou 300 ou 400 livres audio adultes par an. Et puis après, on accompagne sur toutes les problématiques du moment, donc l'IA, les matrices de contrat, la fiscalité, les nouveaux business models, les nouveaux acteurs, etc. Et pour l'IA, justement, qu'est-ce que vous avez créé là récemment? Donc on a créé l'année dernière un label IH, donc ça c'est l'abréviation de interprétation humaine. L'idée, c'était pas du tout, pour le coup, c'était plus un clin d'œil avec l'abréviation IA, c'était pas du tout de s'opposer à l'IA, c'était de mettre en avant le travail des comédiens. Voilà, c'est vraiment une mise en lumière, une mise en avant d'un travail
fait maison, humain, pour avant tout montrer tous les métiers qui sont derrière la production d'un livre audio, le grain de voix humain, le travail humain. C'est vraiment, nous, on s'est avant tout quelque chose qu'on voulait de valorisation, de positif pour une production premium. Donc ça veut dire que ce label qui s'écrit interprétation humaine, ouais. Donc aujourd'hui les éditeurs qui le désirent, il n'y a aucune obligation, peuvent mettre sur la couverture de leur livre audio le fameux label. Exactement. Interprétation C'est humaine. un petit logo qu'on a fait créer par une graphiste qui est supposé vraiment s'insérer dans tout. C'est vrai qu'on a des couves qui sont très hétéroclites, les éditeurs audio, parce que souvent on reprend la couve du grand format, du livre grand format. Donc on avait besoin de quelque chose qui puisse s'insérer un peu de façon organique partout. Donc on l'a fait en sorte qu'il ait différents formats, qu'il puisse être mis un peu partout sur les couvertures avec des couleurs différentes. Et il a été adopté quasi unanimement et très bien accueilli par la profession. Vous l'avez le label IH, interprétation humaine, sur vos couvertures? Non, pour le moment, on ne l'a pas mis parce que c'est tout un travail de rechartage de nos couvertures pour pouvoir l'intégrer. Donc c'est en cours de réalisation, on va dire, en interne auprès de notre graphiste. Mais vu qu'on a déjà 400 à 500 livres audio en fond de catalogue, on ne pouvait pas tout faire. Sur les nouveautés. Oui, c'est ça. Ou même sur les prochains titres, on va essayer de faire des batchs au fur et à mesure. Alors justement, vous avez travaillé, Philippe, vous êtes le porte-parole partie livre audio à l'association Les Voix. Vous avez travaillé de concert avec la commission livre audio du SNE pour le fameux label IH. Ou Odile Cohen, d'accord. Et justement, à propos de l'IA, quelle est la position de l'association Les Voix? Donc l'association Les Voix, je récapitule rapidement. C'est une association quasiment mondiale, vu qu'on a une autre entité qui s'appelle United Voices of Artists, qui défend en fait à la fois les comédiens narrateurs, les narrateurs de livres audio, les comédiens, la presse, c'est-à-dire les journalistes de radio et de télé aussi, je crois. Donc c'est une association, Les Voix, c'est vraiment l'entité française, et le reste c'est assez mondial. Ce matin, je ne sais pas s'il y avait des gens à la fameuse conférence qui a fait beaucoup de bruit sur l'IA, et justement il y avait quelqu'un d'autre de l'association Les Voix qui nous a expliqué un peu toutes ces actions. Donc justement, vous, par rapport à ça, quelle est votre position? Quelle est la position notamment sur le livre audio? Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi les craintes face à l'arrivée massive de l'IA? Est-ce que ça met en péril vos jobs? Est-ce que vous avez l'intention, donc notamment pour les livres audio, et qu'est-ce que vous menez comme action au-delà de ce fameux label dont vient de nous parler Mathilde? En préambule, je dirais que face à une révolution technologique sans précédent dans l'histoire de l'humanité, celle qu'on connaît, on ne peut pas s'opposer à cette chose-là. Concernant, ça c'est de manière générale, concernant le livre audio, bien évidemment, nous, comédiens à l'association, on est formellement opposés à l'IA. Pourquoi? Nos craintes sont les suivantes. La première, c'est forcément si l'IA... alors, je voudrais préciser, peut-être que dans une heure, ce que je vais vous dire ne sera plus valable. Tellement ça va vite. Pour l'instant, l'IA, quand vous écoutez de l'IA sur un livre audio, pendant 1 à 2 minutes, vous pouvez vous laisser avoir. Parce que c'est pas mal fait. Quand un livre dure 15 heures, mais même avant les 15 heures, vous vous rendez compte que c'est une IA qui travaille. Pour nous, c'est bien évidemment un concurrent qui sera toujours premier. Si jamais il devient plus il y a beaucoup de pop. Si l'IA devient plus performante. Pour l'instant, on ne craint pas trop. Mais ce que ça laisse présager, c'est effectivement la mort de notre métier. C'est aussi de notre métier, mais des studios, des techniciens qui sont derrière, des ingé-sons, etc. etc. C'est aussi la perte de créativité. Pour nous, un livre, je vous donne juste un exemple. Rapide, je vais faire mon cabot. Si je vous dis « j'aime la viande », c'est une information. Si je vous dis « j'aime la viande », c'est autre chose.
Si je vous dis « j'aime la viande !» Donc, avec une même phrase, on peut, selon le contexte, selon l'humeur, selon le personnage, mais même quand il n'y a qu'un narrateur et pas du tout de personnage, on peut amener quelque chose. On peut amener du suspense, on peut amener de l'humour. Pourquoi on peut faire ça? Parce qu'on a une conscience, parce qu'on a lu le livre avant, on sait quel sens l'auteur a voulu donner, et donc on peut développer cette chose-là. Est-ce que l'IA sera capable de faire ça? Sincèrement, je croise les doigts, j'espère que non. Donc pour l'instant, pour le livre audio, c'est une crainte. On verra dans une heure ce qui se passe. C'est une crainte. On verra comment les choses évoluent. L'IA pourrait être assez performante pour la lecture de journaux, d'articles de journaux, de presse. Oui. Demain, on a une table ronde où on en parle. Voilà, d'ailleurs. de petites choses comme ça. Pourquoi pas? Pour le livre audio, bon, pour moi, c'est incompréhensible. L'autre crainte qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on offre à l'enfant? On parle jamais d'eux. Enfin, un petit peu, mais très très peu. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans leur cerveau? Comment on forme leur cerveau? Je veux dire qu'ils vont avoir l'habitude de parler avec des robots qui n'ont pas d'humanité, qui n'ont pas d'émotion. On est constitué d'émotions. On n'a pas que de la logique, que de la rationalité. Heureusement. Donc voilà nos craintes. Vous me posiez la question sur les actions. Sur les actions que vous menez à l'association Alors, Les dans Voix. un premier temps, l'association Les Voix, elle n'est pas aussi prestigieuse que l'américaine. Hein. Elle est quand même encore toute petite. Alors, elle a été créée dans le but essentiel de regrouper les comédiens et de voir. Au début, c'était pour la publicité. Moi, je suis arrivé il y a 1 an, hein, donc je suis tout frais là-dessus. Mais enfin, c'était pour la publicité. Il y avait pas de compte. Enfin, les contrats étaient très, très, très différents les uns des autres, les tarifs également. Bon, bref, progressivement et depuis en gros 1 an, l'association s'est ouverte aux acteurs qui font notamment du livre audio, dont je fais partie. Et la question, c'était les actions. Et donc, l'action, c'est d'arriver. La première, c'est d'arriver à rassembler un peu toutes les informations auprès de nos collègues comédiens. Donc, de voir quels sont les contrats qui sont proposés. Là, on voit des différences tarifaires qui sont absolument hallucinantes. En gros, on nous demande de travailler presque gratuitement. J'exagère à peine, en tout cas au tarif d'une femme de ménage. Quand on compte la préparation plus l'enregistrement, parce qu'un livre, ça se prépare. On travaille, on n'arrive pas sur un plateau de théâtre les mains dans les poches. Hein. Enfin, moi, je ne l'ai jamais fait. Et voilà, donc c'est d'arriver à regrouper ces informations pour ensuite essayer de dessiner ce que pour nous, enfin, quelles sont les difficultés que nous rencontrons, les préoccupations que nous avons. Ensuite, c'est d'alerter. C'est d'alerter les pouvoirs publics, éventuellement, par rapport à l'IA, sur les craintes que nous avons, ce que ça peut représenter aussi à l'échelle nationale, pas uniquement pour le livre audio, ça va au-delà de ça. C'est vraiment... voilà. Alerter les producteurs sur certaines choses, alerter les auteurs aussi. Est-ce qu'un auteur a envie que son bouquin soit lu par une IA? Selon ce qu'il a écrit, ça lui posera peut-être pas de problème, mais dans d'autres cas, oui. Voilà, donc c'est en gros, on est surtout là pour alerter, pour regrouper les informations, discuter et profiter de l'occasion, comme vous nous l'offrez aujourd'hui, de pouvoir parler de nos difficultés. Nous, on est la dernière roue du carrosse. Hein. On dépend forcément, comme George Wilson, le père de Lambert, disait, les comédiens, les artistes en général, on est toujours les valets du pouvoir. Bien évidemment qu'on dépend toujours de l'autre. On dépend d'un directeur de casting, d'un metteur en scène, d'un réalisateur. On dépend forcément d'un producteur à un moment ou un autre. Donc, voilà, je pense que c'est important. Moi, j'ai toujours considéré que dans nos métiers, on ne travaille pas seul. On parle des comédiens, on les met en lumière, mais sans éclairagiste, il n'y a pas de comédien sur scène. S'il n'y a pas une caméra et quelqu'un derrière la caméra pour vous filmer, il n'y en a pas. Donc, c'est une collaboration. Et on collabore tous ici à la même chose. Alors après, les intérêts sont différents. Les difficultés des uns ne sont pas les difficultés des autres. Voilà ce que je peux dire au nom de l'association. Alors, je tiens à préciser que vous avez travaillé à l'association Les Voix, notamment sur l'IA Act, hein, où vous êtes intervenu au niveau de l'Europe avant la ratification, on va dire, du fameux IA Act qui est censé gérer et apporter des réponses à ce problème-là. Est-ce que vous avez l'impression que les auteurs, vous parliez des auteurs, et que les comédiens, narrateurs, doubleurs aussi, je n'ai pas cité les doubleurs de films, de séries, etc., que tout est fait pour les protéger aujourd'hui? Ah non.
Okay. Tout n'est pas fait pour nous protéger, loin de là. Par exemple, dans nos contrats de livre audio, il existe un article 3 sur la cession de droits d'exploitation qui, en gros, est divisé en deux parties. Une première partie qui permet, et c'est normal, aux producteurs d'utiliser notre travail pour l'imprimer, le diffuser, en faire la publicité, c'est très bien. Et une autre partie où, quand vous la lisez, même mal, on le comprend très vite, où en fait on laisse la possibilité aux producteurs, voire même aux studios, d'utiliser nos voix, puisqu'il est écrit clairement qu'ils peuvent utiliser nos voix pour l'imitation, le doublage, la traduction dans toutes les langues étrangères. Ça, c'est un vrai problème. Pour nous, aujourd'hui, avec l'IA, c'est un vrai problème. Moi, j'ai pas envie de retrouver ma voix en chinois à l'autre bout du monde. Alors, vous me direz, je vais pas souvent en Chine et je comprends pas le chinois. Mais j'ai pas envie de ça. En tout cas, pas sans mon accord. Et donc, après, c'est effectivement peut-être des questions financières, mais tout se négocie. Voilà. Parfait. Je voudrais vos réactions à ce que vient de dire Philippe, à chacun dans vos rôles et dans vos métiers. Est-ce que c'est possible, Marie par exemple, comment vous réagissez à ce que vous entendez en tant qu'éditeur de livres audio? Et Mathilde, je vous demanderai aussi en tant qu'éditrice de livres audio. Oui, je comprends tout à fait, surtout qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de législation ou de règles, on va dire, comme on peut l'avoir sur d'autres pans, on va dire, du livre. Comme la loi du prix unique du livre ou ce genre de choses. Après, effectivement, on a commencé à faire des premières étapes, notamment par le label Interprétation humaine, qui est une première étape, mais ça n'oblige en rien, on va dire, les éditeurs ou à ne pas utiliser forcément l'IA. Je sais que nous, dans certains de nos contrats, effectivement, on veille à faire attention à protéger la voix du comédien utilisé en mettant certaines clauses ou ce genre de choses pour justement le rassurer sur l'utilisation de sa voix potentielle via le clonage ou la traduction dans une autre langue ou ce genre de choses. Donc effectivement, pour l'instant, on est qu'aux prémices, on va dire, de la protection du comédien de livre audio. Oui, allez-y. Toutes les protections qu'on va pouvoir prendre, il y en a déjà qui ont été prises. Il existe en France le Code de la propriété intellectuelle qui couvre pas mal de secteurs. Quand il a été créé, l'IA n'existait pas, donc il y a peut-être des choses à revoir. En attendant, ce sera franco-français. À supposer qu'on arrive à trouver même en France quelque chose qui satisfait tout le monde, il faudra que ça passe en Europe et voire dans le monde entier. Sauf qu'on sait bien que ça ne sera jamais le cas. Donc, comment empêcher que nos voix, qui sont déjà moissonnées, c'est très facile d'aller sur votre ordinateur, vous tapez Solier, vous arrivez, vous avez un extrait, vous enregistrez, vous nourrissez l'IA et ils en feront ce qu'ils voudront. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça nourrira l'IA, c'est-à-dire que puisque l'IA c'est une machine qui est faite pour apprendre à apprendre. C'est ce qu'elle fait. Elle est même capable de créer ses propres algorithmes. Un Premier ministre en Albanie a été nommé IA, c'est une IA, etc. Ça devient complètement ahurissant. Donc on va avoir besoin non seulement d'une obligation, à mon avis, du label IH sur tous les supports, mais aussi d'un encadrement juridique clair et fort. Or, nos politiques sont ce qu'ils sont. Ils astiquent bien leur vitrine. Je ne vais pas faire quel qu'il soit. Ils sont préoccupés par d'autres choses, plus urgentes, certainement. Nous, on ne représente que dalle. Mais l'IA va frapper fort dans les 2 à 3 années qui arrivent, dans tous les secteurs. Demain, beaucoup d'entre vous ici, quels que soient vos postes, n'existeront peut-être plus. Parce que l'IA sera plus performante, beaucoup moins coûteuse. Et puis elle tombe pas malade, elle râle pas, elle se plaint pas, comme je suis en train de le faire. Jim, le point de vue par rapport aux différentes réactions de Philippe, comment vous réagissez, vous, en tant que professionnel, mais de l'autre côté, Oui. Vous êtes... alors forcément, oui, bien sûr. Bon, on comprend évidemment les inquiétudes là-dessus et nous on regarde ça de près évidemment. Pour nous, je pense que le plus important c'est l'information des audiolecteurs. Et c'est pour ça qu'on pense que, le label Interprétation humaine est très important et on est très content que ça ait été mis en place parce que ce qui est important, c'est que les consommateurs puissent savoir. Est-ce que le narrateur là c'est une intelligence artificielle ou est-ce que c'est un comédien?
comme le disait Philippe au début, aujourd'hui, quand on écoute un livre audio, assez rapidement, quand même, on peut douter un petit peu, mais sur un livre audio, aujourd'hui, on se rend quand même assez rapidement compte si c'est une intelligence artificielle ou si c'est un comédien. Mais voilà, c'est sûr que ça va évoluer, c'est sûr qu'on va arriver à un moment où ça sera plus difficile de faire la différence. Et du coup, le fait d'informer l'audiolecteur sur ce qu'il est en train d'écouter, sur quel type de narrateur il est en train d'écouter, c'est primordial, et c'est lui qui pourra faire son choix. C'est-à-dire que ce soit un choix qualitatif. Voilà, il trouve que le narrateur est beaucoup plus qualitatif, et du coup il fait le choix de vouloir écouter un livre audio avec une interprétation humaine, ou alors il accepte sur certains autres titres. Vous parlez effectivement tout à l'heure, on disait peut-être sur la presse, on accepte plus, on va dire, d'écouter un article lu par une IA, et donc voilà, peut-être que les audiolecteurs vont faire leur choix par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est important, et c'est quelque chose qui est important pour nous aussi, parce que aujourd'hui, je pense que tous les audiolecteurs sont pas forcément hyper clairs sur la chaîne du livre. Donc nous, ça nous arrive régulièrement d'avoir des gens qui viennent nous voir et qui nous ont dit « Ah, sur votre plateforme, j'ai entendu un livre audio il y a pas longtemps, mais clairement, c'était de l'IA, c'était pas bien du tout, pourquoi vous faites ça ? Enfin voilà, c'est pas qualitatif. » Donc nous, on explique que c'est pas nous qui produisons le livre audio. On a aujourd'hui un petit peu de livres audio faits par l'IA sur notre application. C'est loin d'être la majorité pour l'instant. Mais voilà, c'est pour ça que pour nous aussi, en tant que plateforme, plus en tant qu'information, c'est important que les audiolecteurs soient au courant de ce qui est interprétation humaine et interprétation artificielle. Mathilde, en tant qu'éditrice de livres audio, comment vous réagissez aux propos de Philippe ? Moi, je ne peux que être d'accord avec Philippe, parce que si je suis venue à ce métier, c'est vraiment parce que j'aime les comédiens et pas parce que j'aime l'IA. Mais après, on évolue dans un... Voilà, nous, les producteurs, on a vraiment cet enjeu. On évolue dans... On voit l'IA comme le plus gros des défis, vraiment. C'est un environnement juridique extrêmement complexe, la protection des données, les réglementations, etc. Et aussi comme la plus grosse des opportunités de développement. Je suis pragmatique. Moi, je dois développer le chiffre d'affaires de Cascade. Comme tous les producteurs, ça coûte hyper cher de produire un livre audio. La rentabilité est très longue. La plupart des livres audio qu'on achète ne sont pas rentables à la fin de la période contractuelle. Donc, on doit trouver des moyens de rationaliser les coûts. Ça, c'est notre mission à tous, et c'est là-dessus qu'on bosse tous en ce moment. Donc, il y a une forme de consensus quand même, du moins en France, pour mettre l'IA, porter nos efforts sur la pré-production et la post-production, où là, l'IA est vraiment un vrai levier de rentabilité. C'est déjà le cas en ce moment, et ça va être de plus en plus le cas. Il y a des tâches qu'on confie bien volontiers à l'IA, je mens pas, la réécoute des masters, chercher dans un texte, ça c'est le boulot des éditeurs, chercher dans un texte tous les noms étrangers, les lister pour savoir comment les prononcer. Je pense à tous les polars nordiques, etc. Ça, on est ravis de le confier à l'IA. Vraiment, personne ne va se battre pour le faire chez nous et dans les studios. Après, pour ce qui est de la lecture, moi, je pense qu'on se dirige vers vraiment un truc un peu à deux vitesses. Il y aura des productions premium. Comme on est un marché en développement, il n'y en aura pas moins. Au contraire, il y en aura quand même plus, vraiment bien plus, parce que l'idée, c'est de développer des pans entiers de catalogues qui sont encore pas passés en audio. Et je pense qu'on va accentuer le côté humain, c'est-à-dire que on fera en sorte que l'humain s'entende encore plus. On ira vers des productions, je pense, et on compte sur les comédiens là-dessus, des productions de plus en plus incarnées. On fait déjà attention à laisser passer plein de, entre guillemets, d'imperfections, c'est-à-dire quand on écoute un livre audio, on va laisser des silences, on va laisser des chats dans la gorge, on va laisser l'émotion affleurer un maximum. Ça, c'est des choix de producteurs, c'est des choix artistiques, mais
on le sent quand même quand on écoute. Je pense qu'on va de plus en plus aller vers ça, c'est-à-dire qu'il y aura des livres audio très incarnés, premium, avec un vrai boulot de comédien, comme c'est déjà le cas, mais peut-être un peu plus poussé. Et puis des productions standards, mais qui seront vraiment de ce qu'on appelle la deep backlist, c'est-à-dire du fond de catalogue, des essais, de l'universitaire, des choses qui seraient passées sous les radars de l'audio, de toute façon, sur lesquelles on ne se serait pas concentré sans développement grâce à l'IA. Donc ça fait un peu des fonctionnements à deux vitesses. Moi, je pense que ce sera plutôt vers ce genre de choses qu'on va se diriger. Donc, je ne suis pas inquiète pour les productions avec voix humaine, parce que je pense qu'elles ont encore plus leur place dans une société où quand même il y a une vraie recherche de sens et d'incarnation. Et je pense qu'il y aura un vrai statu quo autour, en tout cas des productions jeunesse. Personne n'a envie d'offrir à ses enfants des lectures avec voix artificielle. On n'a pas encore de retour là-dessus. On ne sait pas ce que ça produit sur des petits cerveaux, mais on pense que c'est pas bon. Là-dessus, il y a aussi un consensus mondial. Personne n'a envie d'offrir à ses enfants et à ses petits-enfants des prods avec des voix artificielles. Vraiment, j'insiste, on n'a pas encore de retour sur tous les impacts que ça peut avoir. Donc là-dessus, je suis assez confiante quand même. Je compte sur la responsabilité collective de toute la chaîne. Rapidement, Ouais, parce qu'il nous reste très peu de temps. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Mathilde, et je voudrais rajouter, ce qui est encourageant, c'est que les audiolecteurs valorisent vraiment la voix humaine. Nous, c'est ce qu'on entend vraiment, et même des jeunes générations. On parlait à vraiment des jeunes audiolecteurs, on pourrait se dire ils acceptent plus l'IA, alors que non, la voix, la qualité de la voix, c'est vraiment très important pour eux quand ils écoutent des livres audio. Donc je pense que c'est quand même encourageant sur le fait que l'interprétation humaine. Justement, gardez le micro. Vous nous disiez que vous avez constaté que sur la plateforme, le livre audio supplante au niveau de vos abonnés la lecture de livres numériques en tant que tel via votre appli. Comment vous expliquez déjà cet engouement, et surtout quels sont les comportements d'écoute de vos abonnés? Alors, je pense qu'effectivement, ce qui plaît beaucoup, c'est le fait de pouvoir. Alors, une chose, du fait de pouvoir continuer à lire en faisant autre chose. Ça, c'est dans les comportements de lecture. C'est quelque chose qui revient souvent. Quand on lit, on est obligé, entre guillemets, sur un livre numérique ou sur un livre papier, de se concentrer à 100% dessus. Et c'est bien, et il le faut. Mais il y a des personnes qui disent, moi, quand je veux continuer à lire mon livre, parce que c'est de la lecture aussi, et que je fais autre chose, j'ai moins de solutions. Et le livre audio, ça répond à ça, aussi dans un monde de plus en plus multitâche, on va dire. Et le fait de pouvoir continuer la lecture dans les transports, en faisant le ménage, en faisant du sport, etc., ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ce qu'on voit aussi, c'est que il y a vraiment une complémentarité entre le livre audio et le livre papier, et le livre numérique aussi. C'est vraiment la plupart des gens qui écoutent du livre audio, ils font pas que écouter du livre audio, ils ont leur livre audio et leur livre papier ou numérique. Parfois, ils alternent entre les deux sur le même livre. Parfois, c'est pas les mêmes livres. Mais voilà, donc c'est vraiment de la complémentarité, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Après, ce qu'on peut dire en termes aussi de type d'audiolecteurs, c'est vrai qu'on a des audiolecteurs de plus en plus jeunes, et ça c'est positif. C'est vrai que nous, notre base d'abonnés, en tout cas sur l'audio, elle s'est beaucoup rajeunie ces derniers temps, et donc ça voilà. On est plutôt sur la Gen Z ou plutôt plus jeune? Non, c'est autour de 18-25 ans. Comme ça. Donc, tout à fait. Et donc ça, il y a aussi des plus jeunes. Alors, il y a la partie aussi plus audio-lecture jeunesse, ça que nous, on essaie de développer beaucoup, auquel on croit, le côté écoute en famille, et voilà, ça, c'est très important. Donc, voilà, mais effectivement, on va avoir un créneau 18-25 qui s'est beaucoup développé. Et on voit aussi que l'écoute du livre audio s'est beaucoup développée de par le rajeunissement des audiolecteurs sur des catégories spécifiques. Alors chez nous, la romance est une catégorie qui est très
très forte et on en parle beaucoup de cette catégorie de façon générale dans le monde du livre et l'audio n'y échappe pas et c'est vrai que c'est une catégorie qui est importante maintenant, comme le young adult, comme de la fantasy, comme du polar. Voilà, donc de la littérature de genre, c'est en plus des best-sellers classiques, on va dire, qui vont un peu tirer la consommation du livre audio. Okay. Voilà. Ouais. Parfait. Je vais reprendre le micro pour Marie. Marie, en tant qu'éditeur et diffuseur de livres audio, qu'est-ce que vous constatez et comment vous analysez le marché de votre côté, à la fois du côté de la fabrication et puis au niveau des ventes? Ce qu'il faut rappeler quand même en préambule, c'est que le livre audio est le seul marché qui n'est pas régulé par la loi du prix unique, à la différence du livre papier ou du livre numérique, ce qui peut expliquer aussi certaines disparités entre différentes plateformes. Et que cette dynamique de marché, du marché audio est aussi liée quasi essentiellement par les modèles de l'abonnement. Donc l'abonnement, donc on a le crédit, le temps d'écoute par exemple, comme Jim. Ouais. Exactement. Et il y a aussi une émergence qui arrive dans certains pays de l'abonnement illimité. Et en fait, la vente à l'acte reste assez marginale chez Hardigan, c'est moins de 10% du chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que nous, on considère que la vente à l'acte reste quand même un levier stratégique, mais en l'utilisant par des manières via la promotion ou l'opération commerciale, avec des prix pertinents pour continuer à faire découvrir aussi le format audio à de nouveaux lecteurs qui n'auraient pas forcément utilisé le livre audio. Et c'est à ce titre-là aussi que Idrantes, en tant que diffuseur numérique et audio, a été à l'initiative d'une opération d'envergure en partenariat avec plusieurs e-libraires où l'audio faisait partie intégrante de cette promotion-là. Et en 2025, ça nous a permis quand même, cette initiative nous a permis quand même de vendre plus de 3000 livres audio en vente à l'acte sur cette semaine d'opération commerciale. Donc on voit qu'il y a quand même une réelle appétence aussi côté vente à l'acte si on arrive à proposer un prix pertinent et des segments aussi qui intéressent l'audiolecteur. Parce que nous, on l'a vu dans cette opération, c'était le thriller, la littérature et notamment la fantasy qui ont été plébiscités par les audiolecteurs. C'est ce que disait Jim au niveau des constats de ce qu'ils consomment. Après, la principale complexité du marché, c'est le fait qu'on a un cycle de vie qui est pour le moment insuffisamment stabilisé, notamment par ces modèles d'abonnement qui allongent la temporalité de consommation, mais aussi de rémunération pour l'ensemble de la chaîne. Donc on le voit, comme le disait Mathilde, la rentabilité d'un audiobook, elle est ni linéaire ni immédiate. Et elle peut se faire sur quelques mois pour un titre best-seller, comme la plupart du temps sur plusieurs années. Donc nous, notre stratégie en termes de production pour accroître les ventes, c'est notamment accroître les effets de simultanéité qu'on peut avoir avec une sortie en même temps du livre audio, du livre papier et du livre numérique, pour avoir une cohérence éditoriale, pour maximiser la visibilité et avoir une véritable synergie autour du lancement d'un auteur et d'une œuvre. Donc pour nous, c'est le point le plus important, mais aussi le plus complexe, parce que ça nécessite pas mal d'agilité opérationnelle, puisque qui dit simultanéité dit qu'on a les textes généralement plus tardivement que si on publiait du fond de catalogue. Donc du coup, il faut une agilité sur le choix du talent vocal qui va incarner l'ouvrage, sur la disponibilité du comédien, où il faut trouver un créneau dans les délais impartis, le studio, tout ce qui est enregistrement et post-prod. Donc c'est vraiment un défi structurel de tous les instants que de pouvoir faire de plus en plus de simultanéité audio. Okay. Je confirme juste un point, c'est vrai que quand vous recevez un livre de 560 pages 4 jours avant l'enregistrement, c'est complexe. Ça fout un peu les jetons. C'est clair. Non, on ne l'a pas, nous non plus. Mathilde, le CNL, alors vous n'êtes pas CNL, mais le CNL a mis en place il y a 2-3 ans des aides aux éditeurs justement pour développer, parce que de la même manière que le livre numérique en son temps,
ce qui manquait cruellement pour l'adoption du format numérique de livres, c'était un catalogue exhaustif. Donc le CNL a ouvert des possibilités d'aide aux éditeurs pour fabriquer des livres audio, alors que peut-être ils ne l'auraient jamais fait, puisque ça coûte, comme on l'a dit tout à l'heure, très cher. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste très rapidement cette aide ? Oui, alors je regarde mes notes parce que je ne les connais pas par cœur, mais c'est une aide en effet qui est proposée par le CNL. Il y a 3 commissions par an, donc toutes les infos sont sur le site. Et il y a un certain nombre de contraintes il faut répondre à un certain nombre de choses pour pouvoir demander une subvention, sachant qu'elle n'est pas garantie, hein, il y a une commission. Et voilà, il faut que ce soit en français, il faut être un éditeur soit de livres papier, soit éditeur de musique. C'est une subvention qui peut aller de 2 000 à 50 000 euros, mais qui de toute façon est plafonnée à un certain pourcentage de l'aide, qui ne concerne pas tous les postes. Ça ne concerne par exemple pas les sessions de droit de traduction ou la session de droit. Et elle ne concerne pas tous les segments, c'est-à-dire la petite enfance et sortie, tout ce qui est universitaire, parascolaire, religieux, etc. Et surtout sur la littérature. C'est surtout, oui, de la littérature, beaucoup de fiction, mais pas que. Il y a aussi du docu, de la non-fiction. Vraiment, le but, c'est que ce soit soit des titres de grande envergure, soit des collections, des lancements de collections qui ne pourraient pas voir le jour sans une aide financière. Donc souvent, ce sont des projets un peu lourds pour les producteurs. Et voilà. Et chaque producteur peut proposer 2 projets par an. Donc c'est quand même une aide qui a vraiment le mérite d'exister parce que c'est une des seules, pour ne pas dire la seule, sachant que le livre audio est, on l'a dit, très très peu subventionné. Donc beaucoup d'éditeurs sont ravis d'avoir cette possibilité. Vous gardez le micro, on change de sujet, mais on revient quand même sur l'IA. Comme vous l'avez dit un peu tous, le livre audio, ça coûte très cher à fabriquer. Les coûts de production traditionnels donc sont importants. L'IA représente une opportunité peut-être d'agrandir rapidement ce fameux catalogue dont nous parlions à l'instant. Est-ce que vous pensez que ça peut rendre l'audio plus accessible et comment vous conciliez ou pensez-vous concilier à terme l'impératif économique de l'IA et avec l'exigence de la qualité narrative dont nous parlait Philippe tout à l'heure. Je vous pose la question à toutes les deux en tant qu'éditrice. Marie. Effectivement, je pense que comme l'ensemble des acteurs du secteur, on mène actuellement des expérimentations en interne sur des technologies d'IA et notamment celles qu'on teste et le clonage vocal. Juste on les teste pour pouvoir évaluer de manière objective en fait le niveau de maturité de ces technologies-là, les usages qui pourraient être pertinents et comment on pourrait aussi structurer ces choses-là. Mais dans le cas concret, pour l'instant, on n'a aucune utilisation d'IA. On est vraiment qu'en phase exploratoire et strictement expérimentale. Après, l'une de nos réflexions porte notamment sur des segments ultra spécifiques, comme utiliser le clonage de voix ou la voix synthétique pour des manuels scolaires, des contenus pédagogiques, où là, l'interprétation humaine est assez limitée, puisque une voix synthétique peut restituer un énoncé, des énoncés mathématiques, des consignes, et l'interprétation humaine n'est pas, il n'y a pas d'enjeu d'interprétation et d'intention. Donc c'est vraiment sur ce cadre-là où pour l'instant on est en phase de réflexion. Mais par contre, chez Hardigan, pour la fiction et tout ce qui est littérature de l'émotion, là pour le coup on est très clair, en tout cas en 2025 et pour les années à venir, l'interprétation humaine est irremplaçable, tout simplement parce que la performance des comédiens, ses intentions, ses interprétations, sa sensibilité face au texte, comment il habite le texte, et aussi comment il comprend aussi les mots qu'ont voulu créer l'auteur, est indispensable et irremplaçable, et pour le coup le lecteur pour le moment ne s'y trompe pas du tout. Donc aucune velléité à utiliser l'IA sur de la fiction, juste sur les manuels scolaires. Et non.
Pour le moment, on est vraiment en phase de test sur ces choses-là, mais c'est une idée en tout cas, mais pas la fiction. Et notre stratégie, en tout cas d'un point de vue économique, c'est plutôt que d'optimiser nos coûts via une réduction de qualité de nos livres audio. On va plutôt réfléchir à renforcer notre politique de sélection éditoriale en fonction de l'appétence des audiolecteurs sur certains segments ou ce genre de choses, pour pouvoir avoir une meilleure rentabilité au titre ou sur notre label Ardigan. Oui, nous, pour l'instant, c'est pareil. On a testé, on a regardé. À date, ça coûte aussi cher de faire en IA que si on veut de la qualité d'IA. Ça coûte aussi cher de faire en IA qu'en voix humaine. Si on veut vraiment un résultat qui nous convient, donc je vois pas l'intérêt pour le coup. Donc on se concentre vraiment sur ce que je disais tout à l'heure, sur la pré-prog et la post-prod. C'est quand même un super outil marketing pour mieux cibler et mieux savoir à qui on parle et qui achète nos audiobooks. Ça, c'est tout nouveau. On commence à avoir des datas de la part de certaines plateformes. Donc nous, on met beaucoup d'efforts sur le marketing, l'analyse des données pour mieux les adresser. On est dans un secteur où on n'a pas de prescription des libraires, on est en numérique. Donc voilà, nous, les efforts de l'IA, pour l'instant, on les met vraiment là-dessus. Pas du tout sur le travail de la voix. Je ne dis pas qu'on n'ira jamais, parce que très honnêtement, je reste pragmatique et je sais qu'on va tous y aller, très honnêtement, les producteurs audio, d'une façon ou d'une autre. La question est quand et comment, mais pas oui ou non. Donc, je pense que ce sera vraiment des lignes parallèles, des segments hyper différents, et tout ce qui a une très très faible charge émotionnelle. Donc, absolument pas la fiction. Ok. Vous passez le micro à Jim, on va avoir juste notre petite conclusion et je vous en prie très très rapide parce qu'on a dépassé le temps, on a commencé 5 minutes en retard, donc je m'octroie 5 minutes de plus. Si vous aviez une seule action concrète à mener, à mettre en œuvre pour accélérer l'adoption du livre audio en France, quelle serait-elle? Une action. Oui, c'est dur, mais alors c'est dur d'en donner une parce que justement, je pense qu'il y a ce qui serait nécessaire, c'est un ensemble d'actions. Mais alors, il y en a plein, mais moi, ce à quoi je pense là, c'est quand même, je pense qu'en France, on n'a pas assez de livres audio encore. Et je pense qu'il faut augmenter la production et développer le catalogue. Alors j'espère que ça passera moins par l'IA et plus peut-être par des subventions, parce que je pense qu'il y a besoin d'investissement aussi. On est à un moment du développement du livre audio où en fait on voit que ça se développe bien, mais en même temps le marché n'est pas encore énorme et ça coûte cher. Donc en fait on est à un moment un peu intermédiaire où il y a besoin d'avoir des investissements pour que après ça rentabilise, peut-être pas sur chaque titre aujourd'hui, mais ça va venir. Donc voilà, je pense que c'est important. Mathilde? Alors, on a beaucoup parlé d'IA et du développement du marché. L'audio, c'est aussi quand même au cœur des enjeux de santé publique et d'éducation nationale. Donc moi, vraiment, mon vœu, ce serait que le livre audio, c'est un outil d'inclusivité pour plein de publics empêchés. C'est aussi un outil d'inclusivité pour beaucoup de scolaires, les enfants qui ont des troubles 10, qui sont sortis de la lecture, tous ceux qui ont une mémoire auditive, ils sont très nombreux. Donc moi, mon vœu, ce que je souhaiterais, c'est que l'éducation nationale s'empare du sujet, que ça essaime chez les populations les plus jeunes et que l'audio fasse partie des appels d'offres, qu'il y ait des quotas, par exemple 20% des programmes qui seraient accessibles en audio. Pourquoi pas, soyons fous, qu'il y ait des subventions pour aider les producteurs à produire ce qui n'est pas encore disponible dans les programmes scolaires. Voilà, ce genre de choses. Moi, j'axerai là-dessus tous mes vœux. Oui, j'adhère. Marie, votre vœu? Moi, je suis désolée, j'en aurais deux. Ok, vite alors. Le premier, c'est retravailler un peu, avoir un meilleur taux de rémunération pour l'ensemble de la chaîne du livre, avoir un écosystème un peu plus sain qui ne dépend pas forcément de la cession de droits et où l'éditeur pourrait reprendre sa responsabilité autour de l'œuvre. Et la deuxième, ce serait aussi d'accompagner et d'aider les libraires à se développer dans le livre audio pour ne pas forcément être dépendant de 2 acteurs ou d'un acteur majoritaire, comme on a pu le faire sur le livre numérique à une époque. Philippe, vous aurez le mot de la fin. Oui, essayer d'être rapide. C'était des libraires qui ne connaissaient pas le livre audio. Donc il y a du boulot à faire. Et moi,
je voudrais rejoindre ce que disait Mathilde à l'instant. Moi, j'ai enregistré plusieurs fois des méthodes, pas des méthodes, oui, il y a des méthodes de français, etc., mais aussi il y a une obligation, je crois, avec l'éducation nationale d'avoir une quantité de programmes qui sont enregistrés. Alors, je reviens sur ce que vous disiez par rapport à l'IA. Moi, je pense au contraire qu'il ne faut surtout pas mettre d'IA. Personnellement, quand j'étais étudiant, enfin étudiant non, mais lycéen, moi j'aimais avoir un mec qui me dise quelque chose dans les yeux, qui me fasse comprendre quelque chose. J'ai pas envie d'avoir un robot qui m'explique comment le théorème de Pythagore est comme si, c'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt. C'est froid, c'est distant, ça donne pas envie. Alors avec des enfants qui ont de plus en plus de mal à rester assis, à écouter, à prendre des notes et à comprendre. Je pense qu'au contraire, je pense que l'IA n'est pas une bonne chose. Ouais. Non mais je vous rejoins, voilà. Donc moi je pense que s'il y a un effort à faire, une action à mener, elle est auprès des libraires et de l'éducation nationale et des enfants. Pensez à eux. Parfait. Ben, écoutez, je pense, je n'ai plus qu'à vous remercier tous les 4 pour vos interventions brillantes. Je pense qu'on peut les applaudir parce que c'était intense. Hein. Et merci beaucoup d'avoir participé. Je vous dis à demain. J'ai encore 4 sujets super intéressants dont on va parler. Donc j'espère que vous serez là demain. Merci.